La Voix de l'exil, votre émission préférée, online, La Voix de l'exil. La Voix de l'exil. La Voix de l'exil. La Voix de l'exil. Présenté par Ivaïko. La Voix de l'exil. Bonjour à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent au jour le jour. Aujourd'hui, je reçois une personnalité de marque. Il s'appelle Monsieur Guiriegou, le ministre Guiriegou. Il est économiste de formation, cadre de banque. Au plan politique, il a été député de 2001 à 2010 dans la commune de Guiglo pour le compte du FPI. Il a été aussi de 2002 à 2010 président de la commission des affaires institutionnelles de l'Assemblée nationale. Il a été, en février 2010, ministre de la fonction publique et de l'emploi, cela va sans dire. Et en 2010, enfin, il a été ministre de l'Intérieur. Bonjour, Monsieur Guiriegou. Bonjour, cher frère. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter à la présentation? Oh, pas grand-chose, sauf que je voudrais préciser que depuis juillet 2001, je suis aussi membre de la direction du Front populaire ivoirien. Et depuis mars, précisément depuis mars 2015, je suis vice-président à l'intérieur de ce parti. Je précise aussi que dans le cadre de notre exil ici au Ghana, les militants du FPI se sont organisés et j'assume actuellement la fonction de président de la coordination FPI en exil. La coordination FPI en exil. Voilà. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Non, c'est moi qui vous remercie. Très bien. Nous allons commencer avec l'exil. Nous savons que depuis un certain moment, vous êtes en exil, surtout après les péripéties qu'il y a eu en Côte d'Ivoire en 2011. Exactement. Alors, parlez-nous de votre exil. Quand ça a commencé? À quel moment? Pourquoi? Oh, vous savez, tout ce qui s'est passé dans notre pays depuis les élections de 2010. Et lorsque le président Laurent Gbagbo a été arrêté et déporté à Korobo, il a été arrêté le 11 avril 2011 et déporté à Korobo le 2 jours plus tard, le 13 avril. Je dois aussi vous signaler que, pratiquement dans la dernière semaine du mois d'avril, mon domicile et ses alentours, mon domicile de fonction, était le théâtre de combat. Cela m'a obligé, sur le conseil de ma garde rapprochée, à changer de lieu de résidence. Donc, quelqu'un a bien voulu m'accueillir pendant quelques jours, jusqu'à ce que le président était à moi. Et puis, c'est dans ce lieu que j'étais, quand le 15 avril, j'ai reçu un appel de camarades, de collègues ministres, qui m'ont dit: ah, nous sommes ici à l'hôtel de la Pergola, sous protection des soldats de l'ONUCI, c'est sécurisé. Si tu peux t'arranger, viens nous y rejoindre. À la Pergola. À l'hôtel de la Pergola, en zone 4. J'avoue que je n'ai pas mis beaucoup de temps à réfléchir pour décliner cette offre. Parce que Vous n'aviez pas confiance aux camarades? non, pas que je n'avais pas confiance aux camarades, mais personnellement et par principe, j'ai refusé d'aller me mettre sous la protection de l'ONUCI. Et pour moi, je la considérais comme une force ennemie. Et donc, j'ai décliné cette offre. Alors, que faire? Je n'avais plus de domicile à Abidjan.
l'insécurité, j'étais chez quelqu'un, tout ça mis ensemble, et sur aussi conseil de certains camarades qui avaient réussi à sortir du pays et qui étaient au Ghana, qui m'ont joué au téléphone et qui m'ont dit, chers camarades, nous te conseillons de quitter le pays. Donc j'ai mis quelques jours de réflexion. Et comment avez-vous quitté le pays? Ben, ça a pas été facile. Avec votre épouse, les enfants aussi? Oui. Donc quand j'ai pris la décision finalement de sortir du pays, j'avoue que là où je m'étais réfugié, j'étais avec toute ma famille, c'est-à-dire mon épouse, mes enfants, leurs conjoints, leurs enfants, donc mes petits-enfants. Nous étions à peu près 18 personnes. Et donc j'ai dû, dans un premier temps, demander à mon épouse de sortir. Donc elle est sortie, et puis moi je suis resté. Et c'est quelques jours après que moi aussi, j'ai pris la route de l'exil. Précisément, la décision de sortir, je l'ai prise le 18 avril. L'itinéraire que j'ai suivi et qui m'a été conseillé par ceux qui m'ont précédé sur le chemin de l'exil était donc de passer par Benjerville, de passer par un village de Grand Bassam qui s'appelle Ebra. Et là, j'ai pris une pirogue. Et puis la pirogue m'a amené jusque dans un village d'Adiaké qu'on appelle Mohamed, que je ne connaissais pas, mais bon, la Côte d'Ivoire, c'est ça me permet aussi de découvrir. Et puis de Mohamed, je suis allé à Diaké. Et puis d'Adiaké, j'ai pris un hors-bord qui m'a déposé à Assini, dans un village ivoirien qui s'appelle Assini France, qui est de l'autre côté de la lagune, côté ghanéen. Et donc, de mon lieu de résidence à la Riviera Palmeraie, en passant par Benjerville, les Bras, jusqu'à Diaké, bon, ça m'a pris 2 jours. Et puis, donc c'est le 20 avril 2011 que finalement j'ai pu quitter la Côte d'Ivoire pour venir j'ai franchi donc de Assini France. Un véhicule m'a rejoigné jusqu'à une localité, la première localité ghanéenne qui s'appelle Newtown. Et de Newtown, je suis allé dans une autre ville, Al-Bassini. Et c'est là que j'ai passé le 20 avril. Et à ce moment précis, quel est votre sentiment? À quoi vous pensez? Vous vous dites que je vais en exil jusqu'en 2015, jusqu'en 2020, où je reviendrai certainement bientôt, donc pas de problème, on a le courage, on a la force d'avancer. Oh, j'avoue qu'à ce moment-là, je n'ai pas vraiment fait de calcul sur la durée de mon exil. Disons qu'il y avait tout ça dans ma tête. Parce que, par mon expérience politique aussi, et du fait que, bon, on a étudié, on a vu dans l'histoire de l'Afrique et peut-être dans d'autres pays, comment les exils se sont passés. Ça pouvait être des exils de courte durée, mais ça pouvait être aussi des exils d'une plus longue durée. Donc j'avais tout ça en esprit, mais j'avoue qu'au fond de moi-même, je ne pensais pas rester 5 ans en France, au fond de moi-même. Pour quelle raison? C'est là, j'avoue que je me suis complètement trompé sur le sort de celui qui dirige la Côte d'Ivoire aujourd'hui. J'ai pensé que bon, après un temps où il aurait eu le temps de stabiliser son pouvoir, il allait donc ouvrir la Côte
qu'il y ait la réconciliation pour que nous puissions tous rentrer. J'avoue, je suis un peu sur. D'accord. Alors, je voudrais revenir sur les événements de 2011. Oui. À cette période, vous êtes ministre de l'Intérieur, vous gérez la sécurité intérieure. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec les élections et les différentes attaques? On a parlé de commandos invisibles. Tout ce qui a troublé effectivement la paix sociale. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On peut commencer par les élections. Oui, mais vous savez, les élections, on en a suffisamment parlé. Aujourd'hui, ceux qui veulent comprendre ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire l'ont compris. Parce que des ouvrages ont été produits. Nous-mêmes ici en exil, nous avons produit des ouvrages pour expliquer tout ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, parlant des élections de 2010, et le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il était à Forogo en prison, a reçu une délégation d'une organisation qu'on appelle les LDS, qui comprenait Kofi Annan, l'archevêque Desmond Tutu et une autre dame. Et je crois qu'il leur a dit quelque chose. Et particulièrement à M. Kofi Annan. Que moi, Laurent Gbagbo, je vous disais qu'il fallait travailler pour qu'il y ait la paix. Vous avez dit qu'il faut les élections. On n'a pas eu la paix, on a fait les élections, mais les élections ne nous ont pas accordé. C'est pour dire que, véritablement, les conditions d'une élection démocratique n'étaient pas réunies en 2010. Et ça, c'est une erreur du président Laurent Gbagbo, vous pensez? Oui, le président, je ne sais pas, mais ce n'est pas une erreur de Gbagbo seul, c'est une erreur collective. Voilà. Parce que nous sommes des hommes politiques, mais des Ivoiriens. Et nous pensons que les Ivoiriens, quand il s'agit de l'avenir de leur pays, se parlent en toute honnêteté et en toute franchise. Nous avons cru à la bonne foi de ceux d'en face, alors que eux, ils étaient dans un agenda. Parce que, et le président Laurent Gbagbo, dans un ouvrage qui a été sorti par un journaliste, François Maté, il a dit qu'il reconnaît qu'il y a deux choses qu'il peut considérer comme des erreurs. Le fait d'avoir accepté de faire les élections alors que les gens étaient en France. Et puis, le fait aussi d'avoir concédé la commission électorale à ces mais nous avons pensé, parce que après tous les accords qui ont été faits, le président a décidé de faire un dialogue direct. Et il a été sanctionné par l'accord constitutionnel, dans lequel il était clairement identifié que les élections ne devaient se faire que 2 mois après que ceux qui étaient en armes rebelles aient désarmé. Mais cette exigence de l'accord n'a jamais pu se mettre en place. Au contraire, les gens, oui, Gbagbo ne veut pas aller aux élections, il ne veut pas. Et donc, il y a eu une campagne. Monsieur Laurent Gbagbo n'a pas pu expliquer à la communauté internationale que les désarmements n'étant pas faits. Mais il a expliqué. Il a expliqué dans tous les forats, dans toutes les réunions. Pourquoi est-il allé aux élections? Mais vous savez, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est facile de faire une analyse a posteriori. C'est très facile. Mais je vous le dis, on serait arrivé au même résultat que celui que nous avons aujourd'hui si le président avait dit bon, tant qu'il n'y a pas de désarmement, on aurait dit Gbagbo refuse d'aller aux élections, il veut s'accrocher au pouvoir. On devrait trouver le motif suffisant pour venir lui faire la guerre et l'enlever du pouvoir. C'est-à-dire on aurait eu le même résultat. Vous savez, lorsque j'étais à l'Assemblée nationale, un député originaire du Nord, qui est du RDR, un jour on discutait, et puis, parlant de l'accord de Marcoussis, donc en fait de tout l'environnement
politique dans lequel nous étions. Il a dit, mais président, tu sais, dans cette affaire-là, c'est comme un enfant à qui on dit, on te propose 3 choix. Il faut violer ta maman. Si tu ne peux pas violer ta maman, bats ton papa. Et si tu ne peux pas battre ton papa, alors on te propose de la drogue. Il faut fumer la drogue. Alors l'enfant il regarde, il dit bon, je préfère fumer la drogue. Il prend la drogue et sous l'effet de la drogue, il commence à violer sa maman. Et quand son papa intervient, il bat son papa. C'est-à-dire que les gens créent les conditions pour obtenir un résultat. Ils s'en donnent les moyens. Donc c'est ça après. C'est pas que le président Laurent Gbagbo n'était pas conscient. Mais malgré ça, le président Laurent Gbagbo et nous-mêmes, on était confiants que les élections, on allait les gagner. Est-ce que vous avez gagné les élections? Mais oui, frère, nous avons gagné les élections en 2010 et de façon propre. Nous les avons gagnées. Aujourd'hui, vous dites, avant de gagner les élections, oui, la communauté internationale soutenait le contraire. Oui. M. Alassane Draman Ouattara soutient le contraire. Oui. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer avec tant d'assurance que vous avez gagné les élections? D'abord, pour qu'on avance, il faut qu'on s'entende sur les termes. Moi, direz-vous, où je suis assis ici, il y a une expression ou une appellation que je réfute. Celle de communauté internationale. Parce que j'ai le sentiment que la communauté internationale, ceux qui s'attribuent le titre de communauté internationale, c'est les pays occidentaux plus les États-Unis. Quand eux ils ont parlé là, c'est la communauté internationale qui a parlé. Tu ne sais pas pourquoi. Et ils pensent que c'est la communauté. La communauté internationale, c'est nous tous. C'est tous les 194 États. En principe. Mais c'est ça. Les 194 États membres de l'Organisation des Nations Unies. C'est ça qui est la communauté internationale. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on admet que la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, l'Allemagne, les autres pays européens ne comptent pas. Plus les États-Unis, quand eux ils ont dit quelque chose, la communauté internationale a dit non. Sachez aussi parce que la communauté internationale, sont représentés au Conseil de sécurité. la communauté internationale, c'est nous tous. Il y a d'autres pays, il y a la Russie, il y a la communauté internationale, la Chine, il y a la communauté internationale, l'Inde, c'est la communauté internationale, chers frères. Donc, je voulais vraiment faire cette parenthèse parce que quand on dit la communauté internationale a dit, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, l'Union européenne a dit, oui, on peut dire ça, l'Union européenne a dit, ou bien les États-Unis ont dit, mais ce n'est pas la communauté. Parce que nul ne leur a donné mandat de parler en notre nom à tous et de dire que c'est la communauté internationale. Ça, c'est la précision que je voulais. Maintenant, vous dites, qu'est-ce qui vous permet de dire que vous avez assurance? Oui, mais frère, vous le dites parce que vous êtes du FPI. Non, oui, peut-être, mais c'est la réalité des faits. Et la réalité des faits est que il y a à cette époque-là 19 régions administratives en Côte d'Ivoire. Les résultats des élections, je les ai. Si vous voulez, je vous les donnerai. Sur 14 des 19 régions administratives, où la commission électorale indépendante a fait un travail de consolidation des résultats. Laurent Gbagbo, et qui représente 80% de l'électorat. Laurent Gbagbo est en tête avec 54% des voix. Et si vous voyez les résultats dans ces différentes régions, les scores sont des scores démocratiques. Et puis, quand vous franchissez la barre, vous arrivez dans la région nord, vous avez 90%. Pourquoi? Il faut que les gens s'interrogent. Pourquoi dans cette partie de la Côte d'Ivoire,
C'est seul dans cette partie de la Côte d'Ivoire qu'on a obtenu des scores. Je ne voudrais pas employer le mot parce que j'ai beaucoup de respect pour l'ex-Union soviétique. Mais comme c'est ce que les gens peuvent comprendre pour dire pourquoi c'est dans cette région-là que des scores soviétiques ont été obtenus. C'est que là-bas, il n'y a pas eu élection. C'est que là-bas, les gens ont fait du bourrage des urnes. C'est que là-bas, même les résultats qui ont été communiqués étaient tellement faux, étaient tellement faits dans la précipitation qu'ils ne se sont même pas rendus compte de l'arnaque qu'eux-mêmes faisaient. En tant que ministre de l'Intérieur, vous avez certainement reçu des rapports qui prouvent qu'il y a eu des violences dans le Nord, qu'il y a eu des tricheries dans le Nord. Vous avez ces éléments-là? Oui, mais les éléments sont les observateurs. Vous savez, on y arrivera peut-être au cours de la discussion. Tous les observateurs, à l'exception du groupe des observateurs de l'Union européenne, tous les observateurs qui ont observé les élections de 2010 ont signalé les violences qu'il y a eu au Nord. Le rapport de l'Union africaine, des observateurs de l'Union africaine, a clairement identifié cela. C'est seul l'Union européenne, parce qu'ils étaient dans un agenda. Alors que eux-mêmes, les observateurs qu'ils ont envoyés au Nord ont été pris en otage. Et il a fallu envoyer un avion, une compagnie privée, pour aller les sortir de Korogo. Mais ils n'ont pas signalé ça dans leur rapport. Et ils ont dit que tout s'est bien passé. Et puis, lorsque les gens font l'analyse, ils vous disent les observateurs crédibles. C'est-à-dire, on a donné de la crédibilité aux observateurs ceux de l'Union africaine. Tous les autres observateurs africains ont été déclarés non crédibles. C'est une insulte. Et j'allais dire à la limite, c'est du racisme que nous ne pouvons pas faire. Donc l'élection telle qu'elle s'est passée au Nord, et les preuves sont là, on leur a mis sur le temps. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le président Laurent Gbagbo a dit, bon, moi, le Conseil constitutionnel m'a déclaré président. Parce que les résultats de l'élection le montrent. Et normalement, il ne devait plus y avoir de débat. Mais parce que je veux la paix, je vous demande de venir. On va recompter les voix. Il y a quoi de plus? C'est-à-dire, il n'y avait que ça pour dire si on a qui a gagné les élections. Et le président, oui, j'ai dit, et le président, lorsqu'il a reçu des chefs, il dit, si les gens viennent, qu'ils les recomptent les voix et que j'ai perdu, j'aurai honte. Mais j'accepte cette honte-là. Venez, on va recompter. Pourquoi? Dites-moi, pourquoi les gens ont refusé ça? Et pourquoi le secrétaire de l'ONU dit que recompter les voix serait une injustice faite à Ouattara? En quoi le bulletin qui lui donne une victoire, si on les recompte et qu'on confirme sa victoire, où est l'injustice? Ça seulement, ça prouve que c'est nous qui avons gagné les élections. La voix de l'électrique. Votre émission préférée, online, La voix de l'électrique, présentée par Iva Iva.